Aujourd'hui, je vais vous parler de comment optimiser ses revenus avec les activités connexes. Première chose, je commence avec une mise en garde. Moi, ici, je vous partage bien humblement notre parcours de ferme à nous. On ne se qualifie pas d'experts, on est loin d'être des experts, on est loin d'avoir la science infuse. Nous, on a vraiment un objectif d'autosuffisance à la base. Puis, on essaye tout le temps de maximiser ce que la parcelle de terre et Dame Nature nous offre. Puis, je pense que ça fonctionne pour nous parce qu'on travaille là, en lien avec nos valeurs puis le mode de vie qu'on veut pour notre famille. Puis, vous allez voir, notre modèle se rapproche beaucoup plus des homesteads américains, des jardins paysans de nos grands-parents. On est un peu dans cette vibe-là. Puis, si le tout vous inspire, tant mieux. Je vous souhaite juste de le faire à vos couleurs. Donc, qui je suis? Je suis Evelyne Lucier, je suis copropriétaire des Jardins colorés situés à Sainte-Cécile-de-Milton, entre Granby et Saint-Hyacinthe, au Québec. Je suis une entrepreneur à la base, je suis une artiste et je dis toujours que mon super pouvoir, c'est le TDAH. Je pense que c'est ce qui m'aide à faire tout ça au quotidien et d'arriver à un bon résultat. J'ai un parcours assez atypique, je vous dirais. Je suis machiniste de formation. J'ai été en industrie pendant une quinzaine d'années, le bois, puis le métal. J'ai développé plein de compétences à travers ces emplois-là, puis j'ai progressé vers des postes de contremaître, de coordonnatrice logistique. Donc, je pense que c'est ce qui m'aide beaucoup au quotidien avec la ferme. Côté production, là, tout ce qui est logistique, moi, je dis tout le temps à la blague que je suis stratégiquement paresseuse, donc tout le côté logique de pas travailler pour rien, de pas faire 8 pas quand je suis capable d'en faire 3. Donc, ce bagage-là m'aide beaucoup au quotidien. En parallèle de ça, j'ai un côté artistique que j'ai besoin de travailler, besoin d'utiliser. Donc, je suis maquilleuse artistique professionnelle depuis 2011 un peu à cause de mes enfants. Quand on a des enfants, on fait des petites fêtes d'amis, puis là, je maquillais les amis, puis ça a commencé comme ça. Pour me lancer dans l'entrepreneuriat en 2015 à mon compte, entièrement avec le maquillage, autant avec la vente de cosmétiques que mon maquillage artistique, que des compagnies, des compétitions de body painting à l'international. Puis, pendant la pandémie, tout ce qui était événementiel a foutu le camp. Donc, j'étais un peu en remise en question sur ce que j'étais pour faire. Tout le monde s'en allait en ligne, donner des cours de maquillage en ligne, ça me parlait un peu moins. Euh, Puis, la vie fait bien les choses. La terre où on cultive en ce moment, elle a été mise en vente. Donc, et ma belle-mère, pendant cette période-là, était en cancer de phase terminale. Donc, je trouvais que c'était un beau après pour mon beau-père, cette terre-là qui a tout le temps chassé, qui a toujours voulu une cabane à sucre, une terre à bois. Donc, je lui ai envoyé l'image du Google Maps en disant, ça ferait une belle terre familiale pour tourner en rond en 4 roues. On n'avait aucunement l'idée de la ferme. À ce moment-là, c'était vraiment plus un lieu de rassemblement, avoir du plaisir en famille, euh, retisser les liens, puis tout ça. Puis mon beau-père m'a inclus dans à peu près tous les processus d'achat de cette terre-là. Puis quand il a vu la parcelle de culture en avant, il a fait comme parfait, mais tu vas rentabiliser cette parcelle de culture-là en avant. Il faut comprendre que mon patron était mon beau-père pendant quelques années en usine, donc il sait ce que je vaux, il sait ce que je suis capable de faire. Donc, il m'a lancé un peu ce défi-là. Et là, c'est bien beau essayer de partir une entreprise. Je pense que c'est important de mettre sur papier ce qu'on veut faire, nos missions, nos aspirations, puis nos valeurs, parce que si on veut perdurer en entreprise, je pense que ça doit être relié vraiment avec tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on voulait, nous? Ben, c'est un mode de vie agricole plus slow life. Ça fait tout le temps drôle de dire slow life en agriculture parce qu'on travaille des semaines de fou, mais plus le fait de travailler avec la météo, travailler avec les saisons, suivre ça.
On voulait un avenir pour nos enfants. On aspire à être autosuffisant, autant pour notre nourriture qu'on consomme que nos intrants au jardin avec les animaux, que nos matériaux de construction. On voulait travailler vraiment en synergie avec la nature qui nous entoure, la permaculture, être éco-responsable. Ça nous parle beaucoup, ça. Puis, perpétuer ces notions paysannes-là qui se sont perdues en 2 générations seulement. Moi, j'ai des souvenirs, j'ai grandi avec des grands-mères qui faisaient des énormes jardins qui étaient quasi autosuffisants. Ça fait partie de mon bagage familial à moi. Je voulais redonner ça à mes enfants, puis je veux garder ces notions paysannes-là aussi et les partager à ma communauté. On voulait diversifier notre offre aussi énormément. De un, parce que on veut être autosuffisant, donc on consomme déjà plein de produits, nous, mais la beauté de la diversification, c'est quand il y a quelque chose qui va pas super bien, mais il y a d'autres choses qui vont super bien. Donc, je trouve que ça fait une belle balance dans nos productions. On voulait augmenter les revenus passifs parce que faire de l'argent quand on dort, c'est toujours intéressant. C'est moins d'ouvrage un peu. On voulait aplanir la courbe. On l'a entendu souvent dans la pandémie, ça, mais nous, dans le fond, on veut essayer de faire autant d'argent l'été que l'hiver, puis travailler à peu près autant. Donc là, en ce moment, on est encore en gros rush l'été, un petit peu plus tranquille l'hiver, mais plus ça va, plus on réussit à équilibrer un petit peu cette courbe-là. Et on voulait avoir des collaborations locales, nous, ici, parce on est une municipalité vraiment, vraiment riche en producteurs. On a plein de belles productions différentes. On est une belle communauté de producteurs. Donc, je voulais qu'il y ait des collaborations locales qui se créent, puis qu'on travaille tout ensemble plutôt que chacun en silo. Donc, vous allez voir plus tard, là, je parle des collaborations qu'on fait un peu. Puis, c'est ça. On travaille tout fort, puis on est pas mal plus fort tout ensemble que chacun de notre côté. Puis, nos valeurs qui guident nos actions au quotidien, ben, c'est le plaisir, l'authenticité, la simplicité, le partage et le recyclage. Donc, je pense qu'on réussit un peu, un peu à transmettre tout ça au travers de ce qu'on fait au quotidien. Donc, notre démarrage, ça ressemble à quoi? Mais en fait, on n'avait pas vraiment de bagage agricole. Mon homme a travaillé en usine depuis ses 16 ans, dans l'usine de son père. Euh, Moi, j'étais, comme on dit, la chum de fille qui allait aider ses chums de gars à faire les trains des animaux, à aller faire les foins, la paille. J'ai travaillé pour des agriculteurs un peu étant adolescente, quand c'est des fraises, quand c'est des fèves et rochers, mon grand-père, du côté de mon père, avait une ferme laitière. Donc, tu sais, ça faisait quand même partie de mon environnement, mais j'avais pas vraiment de bagage pour démarrer une ferme maraîchère. On faisait des grands jardins à la maison, on avait déjà des poules, mais c'est ça, on manquait un petit peu de bagage pour partir ça. Donc, mon premier réflexe, en fait, ça a été d'attraper la masterclass de Jean-Martin Fortier en ligne de l'Institut. Donc, masterclass que j'ai dévoré en 2 semaines. J'ai planifié ma production, j'ai acheté mes semences, puis en mars 2021, on enregistrait l'entreprise. Premier coup de râteau en avril 21, c'est la photo de notre première journée au champ. On a tout, il n'y avait vraiment rien, là. On a tout mis les poteaux, les cordes pour faire nos planches permanentes. On a, euh, on a vraiment là, mis le paquet cette première année-là. Et comme tout démarrage, on essaie toujours d'aller chercher de l'outillage dans notre coffre, puis essayer de trouver de l'aide. Et nous, au Québec, on a le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries euh, du Québec. Là, je ne sais pas si j'ai l'acronyme comme il faut, mais le MAPAC. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé le MAPAC pour dire, Hey, on se part une ferme maraîchère. Comment ça marche? Puis là, ça a été notre premier coup dur parce que le conseiller m'a dit, Madame, des projets comme le vôtre, j'en reçois une quinzaine sur mon bureau par semaine. Faites vos preuves, vous me rappellerez. Vraiment premier coup dur parce que tout notre bagage de vie n'était pas reconnu, pas de formation reconnue, pas d'expérience reconnue. Donc, on partait vraiment de rien. Il a fini par me dire que ça prenait
une année d'expérience, puis un 5 000 de vente la première année pour être reconnu comme une entreprise agricole et avoir droit aux subventions. Donc, c'était vraiment notre objectif de départ de faire cette première année-là avec ces chiffres-là. Donc, on est parti avec ça pour démarrer. Pour vous situer un petit peu, la terre familiale où on cultive, dans le fond, c'est une terre de 42 hectares, principalement en forêt, c'est ce que vous voyez un peu. On fait de la culture maraîchère diversifiée sur à peu près 1 hectare. On a implanté dès notre première année là, des arbres fruitiers pour éventuellement diversifier notre offre de panier et notre offre de légumes. On y pratique la chasse, la cueillette sauvage aussi. On a une érablière hors quota de 500 entailles d'érable sur une possibilité de 2 000. On a une boulaillerie mobile, et oui, on fait notre sirop de boulot, d'environ 65 entailles. On a 5 lacs sur la photo, là, vous en voyez 4, qui est une ancienne pisciculture avant. Puis, on a une série pour notre bois de chauffage et nos matériaux. Oups. Pour ce qui est de la ferme maraîchère, en fait, j'ai arrêté de compter une soixantaine de légumes. Ouais. Je sais, Jean-Martin, dans la, dans la formation, il disait, commencez avec 30, travaillez ces 30 là, puis vous évoluerez après. Mais non, non, moi, on me dit pas quoi faire. Fait que j'ai pas écouté. On en a fait plein. On en fait encore plein, mais on sait maintenant ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on continue de faire, ce qu'on a éliminé complètement. Donc, c'est ça. J'ai arrêté de compter une soixantaine de légumes, herbes, fruits, puis des vivances comestibles aussi. On travaille avec des planches de 30 pouces de large, 50 pieds de long, parce que je suis toute seule à la ferme, donc des bâches de 100 pieds. Ça me le tentait moins un petit peu. J'ai 14 blocs de culture et mes blocs ont 8 planches. Plutôt que 10 comme le format proposé par Jean-Martin, parce que c'est une question d'irrigation, en fait. C'est mon conseiller en irrigation qui m'a proposé de rapetisser à 8 pour faciliter et diminuer le coût de l'achat d'irrigation. On ajoute 4 blocs pour 2026 et pas pour produire plus, mais pour produire mieux. Parce qu'en ce moment, on est comme saturé dans la superficie qu'on peut cultiver. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à intégrer les engrais verts. Donc, l'ajout de ces 4 blocs-là va pouvoir nous aider là, à mieux cultiver, avoir des meilleures rotations. On a 2 tunnels chenilles gothiques de Tessier de 16 pieds de large par 120 pieds de long. C'est principalement pour de la culture hivernale qu'on les a pris. On a une pépinière de 14 pieds par 25 qui fonctionne de mars à novembre-décembre environ. On a une cuisine de 12 pieds par 12 pieds pour notre transformation. On a un kiosque libre-service 24/7. Puis, on n'a pas de grosses serres parce qu'il y en a qui font très bien la production en serre dans notre région. Et je préfère collaborer avec eux que de se vampiriser et de faire chacun les choses de notre côté. Puis, on n'a pas d'employés. Côté animaux, on a 35 poules rustiques au dernier décompte, 2 coqs reproducteurs. On travaille avec un poulailler mobile autour de nos jardins. C'est principalement pour les œufs de consommation pour la vente, faire nos incubations et pour le fumier et la gestion des indésirables autour. On a 25 poulets fermiers à peu près qui viennent de nos incubations pour notre viande, notre consommation de viande personnelle. Éventuellement, on veut faire partie du projet pilote du MAPAC, qui est de l'abattoir à la ferme pour la vente de poulets à la ferme parce que les gens veulent nos poulets fermiers. Ils les voient dans les jardins quand ils viennent au kiosque. Donc, ça les intéresse de manger notre viande à nous aussi, mais les lois au Québec en ce moment ne nous permettent pas de le faire à la ferme. Et c'est pas vrai que je vais envoyer mes poulets faire 300 kilomètres pour se faire abattre et qu'ils fassent plus de kilométrage que moi dans une été. Donc, voilà, éventuellement, fait qu'on suit ça de proche. On a une douzaine de canards coureurs indiens pour les œufs, pour nos incubations, pour notre viande, puis pour la fertilisation et le contrôle des insectes indésirables. C'est des super, super mangeurs de bébites.
Donc, c'est vraiment pratique. On a deux cochons Kune qui sont Gustave et Pénélope pour la gestion des déchets de culture, pour le fumier aussi, pour le nettoyage des parcelles terminées. C'est mon cheap labor à moi. Ils sont super fins. Puis la race, on a choisi cette race-là parce qu'ils ne labourent pas. Donc, ils ne défont pas mes planches permanentes. C'est sûr qu'ils peuvent gratter un petit peu, mais pas comme des cochons d'autres races rustiques, là. Puis éventuellement pour la reproduction, pour notre viande et pour les bébés pour la vente. Puis il faut comprendre que la vente des œufs paie pour la moulée de tous les animaux au complet. Donc, ce système-là est autosuffisant de ce côté-là. Notre mise en marché se fait principalement à la ferme. On a un kiosque à la ferme qui est ouvert de mai à octobre. Puis, dans le fond, là, on est en train de faire un nouveau kiosque pour ouvrir une fois par semaine l'hiver sur rendez-vous pour nous permettre là, d'écouler nos verdures d'hiver, nos légumes de conservation et nos œufs en période hivernale. Puis, on est au marché de Granby de novembre à mai. À la commande, à l'année, sur rendez-vous, on fait quelques marchés durant l'été, puis on travaille principalement avec des cartes prépayées et on ne fait pas d'abonnement de panier, nous, à la ferme depuis 2 ans. C'est des paniers à la carte seulement. Boutique en ligne et site web. Puis ici, là, dans le coin, vous voyez une petite carte avec un 5 $. Vu que notre but, c'est vraiment d'amener les gens à la ferme qui voient notre environnement, qui voient où on cultive, ben, un petit incitatif qu'on fait, c'est que plutôt qu'avoir des cartes d'affaires, nous, on a des 5 $ échangeables au kiosque, à la ferme, qu'on donne à notre clientèle quand on est dans les marchés. Donc, petit truc marketing bien intéressant parce que les cartes d'affaires, ils arrivent chez eux, ça finit aux poubelles, tandis que le 5 $, ben, psychologiquement, c'est de l'argent. Donc, ils ne veulent pas le jeter. Ils le gardent dans leur portefeuille. Fait que, petit truc à copier si le cœur vous en dit. On ne peut pas se vanter de faire une agriculture soutenue par la communauté si la communauté, c'est pas ce qui se passe sur nos fermes. En fait, dès notre démarrage, on s'est mis sur les réseaux sociaux parce que personne ne nous connaissait. On voulait partager notre quotidien de ferme. Donc, j'y ai été avec la solution qui était la plus facile et simple pour moi, c'était les réseaux sociaux. Donc, dès le départ, on s'est mis sur Facebook, Instagram, qui sont la base d'à peu près tout le monde. Puis, on a évolué ça un petit peu sur TikTok, qui était un défi lancé par ma fille, en fait, puis qui m'a lancé le défi d'essayer de la dépasser en nombre d'abonnés. Ça n'a pas été très long. On est rendu à 15 000 abonnés sur TikTok. Donc, j'y partage à peu près tout ce qu'on fait, vraiment. Puis, avec les années, ben, j'ai compris où la clientèle se divisait sur les réseaux sociaux, en fait. Facebook, c'est pas mal plus ma clientèle locale ici. Instagram, c'est souvent les gens du milieu agricole qui suivent ce que je fais. TikTok, c'est les gens qui ne sont pas sur les deux autres plateformes. Surprenamment, j'ai fait des belles découvertes de gens de ce côté-là. C'est des gens c'est plus une clientèle vraiment pour moi, là, qui rejoint nos valeurs. Donc, je pense que c'est pour ça que le TikTok a explosé tant que ça. Fait que, puis, c'est tout le temps le but de voir, OK, comment on peut rentabiliser cette clientèle-là qu'on voit sur différentes plateformes. Fait que vous allez voir très prochainement, c'est quoi qu'on a développé comme produit que je pouvais aller toucher ces clientèles-là sur les différentes plateformes. Là, il y a plein de plateformes. On est à peu près partout. Nous, vous n'êtes pas obligé de faire ça, là. L'important, à mon avis, c'est d'être au minimum sur Google pour avoir un Google Maps. Parce que malheureusement, ceux qui me suivent souvent vont me dire: Ah, j'aimerais ça, m'abonner à un maraîcher, mais il n'y en a pas dans mon coin. Ce qui n'est pas vrai, là. Il y en a partout des maraîchers, il y a des fermes partout. On en veut encore plus, mais il faut que vous soyez trouvable. Fait que focussez sur votre Google au minimum pour que les gens puissent vous trouver. Ensuite de ça, ben, allez-y selon votre cœur. Nous, on a partagé nos stratégies de visibilité. C'est un e-book qu'on a fait
qui est en ligne sur notre site Internet. Puis, il y a un module là, de marketing numérique sur la masterclass de l'Institut. Côté réseaux sociaux, on a vraiment développé plein de trucs, toutes les plateformes. Puis maintenant, je suis maintenant monétisée sur diverses plateformes, dont Facebook et TikTok. TikTok, quand je suis en live, je peux recevoir des cadeaux et de l'argent. Facebook, mes publications qui deviennent virales sont rémunérées aussi. Là, on travaille fort sur le YouTube. On essaie d'augmenter la visibilité de cette plateforme-là aussi parce que malheureusement, sur TikTok, on n'a pas de fonds créateurs, nous, au Canada, donc nos visibilités ne sont pas rémunérées. Donc, c'est pour ça qu'on s'est transféré sur YouTube un peu en espérant que on puisse avoir une petite paye en dehors de ce côté-là aussi. Donc, voilà. On achète un entrepreneur avant un produit. Racontez votre histoire. C'est super important. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des super belles tomates. Sont belles vos tomates. Mais vous, vous êtes qui? Donc, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que les gens se sont abonnés à nous. On partage tout. Ils voient qui on est. On partage nos flops aussi, souvent. Donc, on n'est pas des pros de rien. Puis c'est ça, on partage tout ce qu'on fait. Donc, je pense que les gens ont un plus grand sentiment d'appartenance à leur ferme quand ils connaissent les gens derrière qui travaillent fort pour leur assiette. Donc, comment ça a débuté en fait cette diversification-là? La première année, c'est dans le carré vert. Donc, on avait commencé à faire des bouquets aromatiques comestibles et ça, c'est en part des légumes, là. Les légumes, c'était notre base. Donc, bouquet aromatique comestible, c'est quoi ça? Ben, en fait, c'est que des herbes, ça me décourageait que ça meure aussi rapidement que ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'essayais de trouver une façon que euh, ces herbes-là puissent servir plus longtemps. On a ajouté des fleurs comestibles à l'intérieur de nos bouquets, puis on les vend vraiment, on les emballe comme des bouquets de fleurs. On avait commencé à récolter nos semences à la ferme. On a ouvert d'autocueillette. C'était pas pour nous. Ça n'a pas duré longtemps parce que les gens, c'est ça. Nous, on a eu trop de bad luck avec certaines personnes qui sont venues faire d'autocueillette. Donc, on a fermé ça. La vente d'œufs, ça attire beaucoup une clientèle, ça aussi, les œufs. Et le premier produit qu'on a créé, c'est la fleur d'ail marinée. Parce que lors de notre première récolte de fleurs d'ail, on était toutes fiers. On a travaillé fort, on a chouchouté cette ail-là pour la première école de fleurs d'ail. Et là, moi, d'aller voir dans la région à quel prix les gens vendaient leurs fleurs d'ail pour me rendre compte qu'ils vendaient ça à perte. Et là, je me dis, non, 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 c'est pas vrai que je vais vendre ça à perte. On a travaillé fort pour ça. Donc, on a fait plein de choses. On a essayé plein de choses. Et les fleurs d'ail marinées ont été le premier produit mis de l'avant. Puis, on a commencé aussi avec des excursions sur les comestibles sauvages parce que notre but, c'est tout le temps de maximiser ce que Mère Nature nous offre. Donc, ben, les excursions sur les comestibles sauvages, c'était dans la même lignée de pensée. Donc, ça a vraiment bien marché. On continue ça chaque année depuis, puis on est tout le temps en train de peaufiner un peu nos excursions, nos activités à la ferme. Et avec les années, tout le reste a suivi. Donc, dans les produits, là, des jalapenos marinés, de la relish, du jerky de rhubarbe, du sirop d'érable, du sirop de bouleau. Là, avec notre jerky de rhubarbe, on utilise de l'érable pour faire le jerky. Donc, le sirop d'érable aromatisé à la rhubarbe, c'est un autre produit qui en découle de ça pour ne pas avoir de perte. La salsa, de la sauce piquante. Cette année, on a commencé les produits lyophilisés. Vraiment cool. Ça risque d'être un bel achat parce qu'on a loué une machine cette année pour le faire. Les cabanes à oiseaux, les hôtels à insectes, les cultures hivernales, j'y reviens. Les documents, donc je parlais d'un e-book tantôt pour mes stratégies de visibilité. On a aussi mis notre planification culturelle en vente. Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir accès quand on a démarré la ferme, d'avoir une planification culturelle d'une ferme déjà en fonction. Donc, j'ai commencé à la mettre en ligne, puis je la vends depuis à chaque année et j'ajoute, dans le fond, j'ajoute à chaque année mes réflexions, qu'est-ce que je fais de mieux,
qu'est-ce que j'oublie. Donc, toute la réflexion à travers la planification culturelle est aussi dans ce document-là pour toutes les années depuis notre démarrage. Donc, vous voyez l'évolution aussi. Et dernièrement, on a fait un cahier à colorier. J'essayais de trouver une façon d'aller toucher une autre clientèle différente, une clientèle qui était plus loin aussi, qui ne pouvait pas nous encourager en venant à la ferme. Donc, je trouvais que c'était une belle façon. Donc, c'est toutes les photos des 4 dernières années prises à la ferme qu'on a transposées en images à colorier, qu'on a mis là-dedans et qu'on vend ça en ligne ou lors de nos marchés. Et le monde sont vraiment contents. Ils trouvent ça vraiment chouette parce qu'ils nous reconnaissent dans les photos. Donc, c'est vraiment cool. Des locations d'équipements, du bois, c'est un petit peu plus mon beau-père qui s'occupe de ça. Les animaux, la merch, nos gilets. On s'est fait des séries de logos, de design qu'on vend. Diverses activités cette année d'alectofermentation, différentes conférences, de la vannerie, des événements privés, des workshops aussi. Donc, quand on fait l'abattage de nos poulets à la ferme, on ouvre des places. Il y a des gens qui viennent voir comment on abat nos poulets. Et ben, il y a les divers revenus aussi qui rentrent de Facebook, TikTok, Amazon, Patreon, les liens d'affiliation, les cadeaux, rabais de fournisseurs. Donc, c'est pas mal toute la diversification qu'on a en ce moment. Ça en fait un petit peu beaucoup, là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne déclasse jamais un produit pour le vendre à perte. Je le fais pour en augmenter sa valeur. La fleur d'ail, c'est un bon exemple. Les melons, Cantaloupe cette année, c'en est un bon exemple parce que avec les chaleurs qu'on a eues, ils sont toutes mûrées en même temps. Il n'était pas question que je perde ça. On s'est roulé les méninges pour savoir ce qu'on ferait avec ça. Donc, on a trouvé l'idée de la lyophilisation. On a emprunté une machine, on l'a fait. Donc, mes cantaloupes, plutôt que les perdre ou les vendre à perte, ben, je peux aller chercher du 300% de profit sur nos cantaloupes maintenant avec ce principe-là de lyophilisation. C'est quoi le processus décisionnel à travers un nouveau produit? Bien, en fait, premièrement, est-ce que notre famille en consomme? Parce qu'à la base, on veut être autosuffisant. Si on n'en mange pas, c'est pas là-dessus qu'on va mettre nos énergies, disons. Est-ce que c'est en lien avec nos valeurs? Est-ce que ça nous permet d'éviter une perte ou de valoriser un produit moins vendu? Est-ce que ça se fait déjà dans la région? Notre but, c'est vraiment pas de se compétitionner, c'est de travailler avec tout le monde autour. Donc, j'essaie tout le temps de voir, OK, lui, il fait de la reliche. Comment je peux faire ma reliche sans y venir en compétition? Ben, nous, on a de la livèche à la ferme. Donc, plutôt qu'être des graines de céleri, ben, on a récolté notre livèche, nos graines de livèche, c'est avec ça qu'on fait notre reliche. Donc, on s'est différencié un petit peu. On va chercher une autre clientèle que la reliche à l'érable qui se fait déjà dans la région. Puis, on n'est pas en compétition avec eux parce que c'est un goût complètement différent. Est-ce que ça va être payant? Est-ce que ça donne une surcharge de travail en haute saison qui est faible, moyenne ou élevée? Parce qu'on se rappelle, notre but, c'est d'aplatir la courbe. On ne veut pas travailler en fou l'été, rien faire l'hiver. Donc, exemple, la salsa, ben, je ne suis pas obligée de la faire maintenant. Je peux mettre mes tomates rondes au congélateur, les sortir cet hiver, puis faire ma batch de salsa cet hiver. Ça ne goûtera pas, là, puis on passe au congélateur. Donc, c'est tout le temps le but d'essayer d'équilibrer ça. Est-ce qu'on a tout à l'interne pour le réaliser? C'est pas vrai que je vais acheter des produits pour réaliser un produit pour éviter une perte. Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que ça va nous permettre d'aplatir la courbe? J'en ai parlé. Puis est-ce que ça peut être un revenu passif? Donc, mes documents ou des trucs qu'on peut shipper, etc. Pour ce qui est de la culture hivernale, nous, on y voit que des avantages, là. Il y a un module d'extension de saison dans la masterclass aussi qui est super intéressant, qui nous a aidé vraiment beaucoup quand on a commencé ça. En fait, c'est que ça nous permet d'avoir de la verdure fraîche lors de nos marchés d'hiver. C'est un beau complément avec nos légumes de conservation puis nos produits transformés. C'est souvent des cultures qui sont inconnues du public. Ça permet donc la discussion avec eux. On peut les éduquer sur notre nordicité aussi. Puis on se le dira, là, c'est un antidépresseur extraordinaire entrer dans un tunnel l'hiver quand il fait -20, puis qu'on voit toute cette verdure-là, cette abondance-là, ça fait du bien à l'âme. C'est vraiment un peu d'entretien.
C'est un léger désherbage un peu dans l'hiver, deux, trois arrosages, tout au plus. Ça nous permet d'avoir des primeurs lors de nos premiers marchés d'été. Puis, ben, il faut rentabiliser nos structures. Ça coûte cher, ces structures-là, donc il faut les rentabiliser à l'année. Par exemple, nos carottes, on est les premiers, là, j'espère que les autres vont avoir compris, là, dans la région, mais on est les premiers dans la région à avoir des carottes fin avril parce que je les sème en octobre dans mes tunnels. Fait que c'est le temps, là. Si vous avez des serres, des tunnels, là, c'est le temps de planter vos carottes ce mois-ci, si vous voulez avoir des carottes en avril. Je parlais des revenus passifs tantôt. Ben, notre planification culturelle, c'est un revenu passif. Nos chandails aussi, le e-book de mes stratégies de ce qu'on fait pour les réseaux sociaux, notre cahier à colorier. Puis les liens d'affiliés, c'est super intéressant. Nous, tout ce qu'on achète à la ferme, il y a un lien à quelque part sur notre site Internet que je mets qui me permet d'avoir un petit revenu à côté quand les gens cliquent dessus. Au même titre que si vous prenez la masterclass avec le lien qui est présenté en ce moment, j'ai un petit revenu qui vient avec ce lien d'affilié-là. Même chose pour Heirloom. Donc, ces différents liens d'affiliés-là nous permettent d'aller chercher un petit revenu. Puis, ça, c'est des trucs que je travaille l'hiver. Donc, j'ai pas le temps l'été de mettre d'énergie là-dessus. Donc, c'est vraiment des trucs que je travaille durant la saison hivernale. Puis, nos revenus. Et là, je l'ai dit tantôt, en toute humilité, je sais qu'il y en a qui font mon revenu annuel dans un mois. Bravo. Nous, c'est pas là qu'on veut aller. Donc, c'est pas vraiment les chiffres que je veux que vous regardiez ici, c'est vraiment plus le pourcentage. Parce que, tu sais, oui, légumes, collaboration qui est de la revente, en fait, les plans, ben, on a notre 60% de revenus. Et là, c'est mes chiffres à partir du début de l'année jusqu'au 31 août. Donc, c'est un 60% de la ferme qui est de là. Et tout ce qui est sous la barre ben, est vendable à l'année. Donc, ce qui me permet, vous allez voir dans les prochains, là, ça s'équilibre de plus en plus à chaque année. Ce qui est au-dessus de la ligne diminue pour donner un peu plus de force au reste. Donc, les œufs, les paniers à la carte, les sirops, les activités, les produits, les documents, les affiliations, les réseaux sociaux, les animaux, la merch. Puis, vous allez voir dans l'autre slide, là, ça va arriver pas mal tout à 6-7% l'année passée qu'on a fini. Puis, il y a d'autres choses aussi qui est super avantageux, qui est à ne pas négliger, c'est les rabais, les cadeaux des fournisseurs, les échanges de services, les dons en matériaux, en outils, en produits, etc. Je calcule depuis le début de l'année avoir reçu pour environ 4 000 $ d'autres avantages. Ce qui est quand même pas négligeable, c'est souvent des dépenses que je n'ai pas à faire pour l'entreprise. Puis ça équivaut quand même à un 20% là, de ce revenu-là. Là. Fait que, puis ça, c'est en majeure partie grâce à nos réseaux sociaux qu'on en est venu à ça avec les autres avantages, qui est donc pas à négliger les réseaux sociaux. C'est comme une bête noire, là, les réseaux sociaux. Les gens aiment ou aiment pas. C'est un outil extraordinaire à utiliser quand c'est bien utilisé. Évolution, ce que ça a l'air, ben, notre démarrage, 5 000 $. Vous voyez les légumes et les paniers. On faisait des paniers dans la première année un peu à la carte. C'est une grosse partie de notre revenu. On avait quand même commencé les activités, les plans, bouquets, conserves. C'était minime un petit peu. Après ça, là, les 3 années qui ont suivi, c'était pas mal une année de stabilisation pour voir qu'est-ce qu'on aimait moins. Il y a des trucs qu'on a modulés, qu'on a commencé à faire plus. On a amélioré aussi nos bases parce que, on est venu meilleur. Tu sais, après une couple d'années, on n'avait pas d'expérience agricole, fait que c'était important aussi de prendre cette expérience-là en même temps que de développer tout le reste. Donc, vous voyez, en 2024, là, les plants, les paniers, l'érable, les sirops, le produit, etc., là, on est tous pas mal autour de 5-6%. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on veut en venir, là, vraiment plus équilibrer toutes les catégories de produits. Comment ça transpose ça dans notre quotidien? En fait, il y a 3 choses qui vont faire le succès ou l'échec de votre entreprise. Et ça, peu importe l'entreprise, ça va être votre gestion du temps, votre gestion de l'argent et votre gestion des émotions. S'il y a un de ces
de ces sphères-là qui flanchent, l'entreprise va y goûter. Comment ça gère le temps? Ben, en fait, excellente planification en début d'année. Nous, on l'a fait 2 fois par année. Je travaille avec Heirloom, qui me permet vraiment de me structurer puis de voir où je mets mes énergies. C'est la première chose que j'ouvre le matin, c'est Heirloom. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Voici. Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Y a-t-il des trucs que je peux devancer ou pas? Les bonnes techniques, les designs de ferme, la masterclass de Jean-Martin Fortier de l'Institut, elle est magnifique pour ça. On utilise aussi Trello pour les to-do list partagées, ce qui nous permet là, de voir toutes les to-do list autres que le Heirloom. Donc, quand il y a de quoi de briser, quand il y a de quoi changer, et ça, toute la famille y a accès. Donc, quand il y a quelqu'un qui a un petit temps libre, va voir dans la petite Trello, OK, bon, ça, je pourrais faire ça rapidement. Adapter, optimiser l'outillage. Le bel exemple que j'ai, c'est mes carottes, exemple. Dans la masterclass, si ma mémoire est bonne, on suggère de faire 6 rangs sur une planche de 30 pouces. Moi, si je fais 6 rangs avec l'outillage que j'ai acheté au début, parce qu'on est parti avec rien, là, donc on a été avec le minimum, avec l'outillage que j'ai démarré au départ, si je fais 6 rangs, je ne suis pas capable de bien désherber mes planches de carottes, ce qui diminue mon efficacité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué à 5 rangs sur ma planche de 30 pouces, ce qui me permet de mieux passer avec mon outillage. Puis, j'ai autant, sinon plus, de rendement que quand je le faisais à 6 parce qu'elle était mal faite. Donc, j'ai vraiment adapté outil, puis optimisé avec mon outillage. Exemple, là, la tournée du matin, ça me prend à peu près 1 heure et demie pour nourrir les animaux, valider les jardins si tout est correct, regarder les roches de la journée, ouvrir, fermer les tunnels, arroser dans la pépinière, checker si le kiosque est correct. Chaque jour, je dois prendre au minimum une photo et une vidéo pour faire une publication. Donc, il y a des journées que ça va mieux. Je me fais une petite réserve de stock. Dans ma semaine, je m'arrange de toucher un peu à tout. Donc, une journée, c'est des semis, des implantations, de la récolte, du désherbage, du tout ce qui traîne, tout ce qui reste, tout ce qu'on n'a pas fait. Euh, Moi, je suis à la ferme jamais avant 9 heures. J'ai besoin de dormir, moi, le matin. C'est important pour ma santé mentale et physique. Donc, moi, je suis là à partir de 9 heures. On ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Et Pierre-Luc finit de travailler à 3h30, donc il est à la ferme à partir de 4 heures. Puis l'été, c'est bien rare qu'on soupe à clarté. On a une stagiaire, cette année, on a une stagiaire 1 fois par semaine, ce qui a donné un beau gros coup de pouce. Coup de pouce, on fait de dos à la ferme dans une roulotte les fins de semaine, ce qui nous permet de cocher des grosses tâches, des gros projets. Il y a ma fille Coralie qui s'occupe du nettoyage des œufs, de l'emballage. Elliot, mon fils, c'est pas mal plus les jobs de tracteur. Lui, quand il y a un tracteur, il est là, il est présent. Il déplace le poulailler à chaque semaine. Il va aider beaucoup, beaucoup à la transfo puis aux constructions de différentes structures. Côté gestion des émotions, ben, ça vous prend du temps perso. Il répète tout le temps, Jean-Martin, prenez-vous le dimanche. Moi, j'ai de la misère à mettre une journée fixe, là, parce que si ça ne me tente pas un mardi matin, je vais rester couché. Puis on s'est bâti, vous voyez en arrière-plan, on s'est bâti un bar à la ferme avec un gros chapiteau, donc on appelle ça le bistrot des jardins. Donc nous, on invite notre monde à la ferme, venir prendre un verre, on se fait une bonne bouffe avec les fumoirs, tout le kit. Donc, on n'a pas le temps de sortir, on invite les gens, puis on a l'espace pour le faire. Donc, on invite les gens à la ferme, on passe du temps de qualité, ça nous permet de décompresser. On a aussi l'opportunité ici dans notre MRC d'avoir des 5 à 7 fermiers. On se rassemble tous à un endroit les mercredis soirs, toute production agricole confondue, et ça nous permet d'échanger avec les autres. C'est vraiment le fun de voir que peu importe la production, on a pas mal toute la même réalité ou presque, là. Puis c'est important d'écouter et de respecter son corps. C'est votre machine la plus importante sur la ferme. Prenez-en soin. Euh, Puis pour ce qui est côté de gestion de l'argent, ben, moi, je fais des suivis super serrés de mes objectifs versus nos chiffres réels. Fait que ça nous permet régulièrement de dire, OK, ça, on l'a échappé. Hey, ça, on est vraiment pas loin de notre objectif, mettez un petit peu plus de temps là. Ça,
J'ai-tu vraiment besoin de mettre ça rush dans mon horaire? Ou si je pourrais mettre plus d'énergie ici, je ferais plus d'argent, j'arriverais plus à mes objectifs. Donc, c'est super important de suivre vos. C'est pas juste au début de la saison que vous mettez vos objectifs sur papier, il faut que vous les suiviez tout au long de l'année. Puis, beaucoup de lâcher prise et de résilience, c'est important. Ce qui s'en vient pour nous à la ferme, ben, on veut augmenter l'agrotourisme, des tablés champêtres. Les gens aiment ça, les gens veulent voir notre environnement. On veut vivre sur la ferme et de la ferme. C'est pas le cas en ce moment. Donc, on est en train de regarder pour acheter un voisin là, parce que c'est mon beau-père qui vit sur la ferme. On est à 3 minutes, là, c'est pas très loin, mais des fois, tu fais comme ah, j'irais faire une petite tournée après le souper, mais ça ne te tente pas de remettre tes bottes puis de embarquer dans l'auto. Donc, j'aimerais ça qu'on soit sur la ferme, vivre de la ferme, plus facile. Optimiser les cultures d'hiver, toujours, toujours, toujours. Optimiser l'outillage. En fait, mon fils a débuté un cours en soudure. Donc, maman elle a une petite liste de projets d'outillage à y faire faire. Ça va nous permettre de sauver de l'argent aussi. On veut augmenter le cheptel de poule à 99 pondeuses hors quota parce qu'on ne fournit pas à la demande. On veut acheter un lyophilisateur le printemps prochain pour augmenter l'offre de produits transformés. Je veux vendre des plants à l'année, autant des fines herbes en pot que des vivaces, puis augmenter les collaborations et la revente. Toujours augmenter aussi les incubations d'automne pour vendre des poules pondeuses. Je m'en fais beaucoup demander. Nous, on fait des incubations au printemps. Donc, les pondeuses commencent à pondre autour de Noël. Les gens veulent des pondeuses au printemps. Donc, en décalant mes incubations comme ça me permettrait de vendre des pondeuses et de faire un petit peu plus de sous de ce côté-là. Et expédier nos produits lyophilisés. Ça nous permettrait, là, c'est ce qu'on va travailler cet hiver, là, ouvrir la boutique en ligne pour expédier nos produits lyophilisés. Donc, en conclusion, faites-le selon vos valeurs, c'est super important. Avancez selon vos objectifs de vie et d'entreprise. Je pense que c'est interrelié, là. Solidifier et sécuriser vos bases avant de vous lancer dans tout. Faites une chose à la fois progressivement, mais faites-le dans le plaisir. C'est super important que vous ayez du fun à faire ça parce qu'on veut faire ça jusqu'à la fin de nos jours. Donc, merci. J'espère que vous avez quelques petites pistes de solutions. Vous pouvez nous suivre sur pas mal toutes nos plateformes. YouTube, ça serait bien le fun qu'on puisse rentabiliser ça. Puis sur ce, ben, je vous souhaite une magnifique journée. Merci.